Il y a 40 ans, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, lançait le protocole de la libre circulation des personnes et des biens. Ce protocole permet aux ressortissants des pays membres de l'organisation sous-régionale de voyager sans visa. 40 ans après, la libre circulation est toujours de vigueur malgré les tracasseries policières. Reportage à Bamako de notre correspondant Mokhtar Bari. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, créée le 28 mai 1975, constitue l'une des organisations sous-régionales citées en exemple en matière d'intégration. En effet, le 29 mai 1979 à Dakar, au Sénégal, les chefs d'État de la CEDEAO ont signé le protocole de la libre circulation des biens et des personnes. 40 ans après, la libre circulation est toujours en vigueur malgré quelques tracasseries policières. Il y a des acquis notoires. La CEDEAO aujourd'hui est réputée comme étant l'organisation, la communauté économique régionale du continent la plus dynamique. Nous avons souhaité aujourd'hui s'arrêter un peu pour ensemble faire le bilan, voir ce qui a été fait et voir ce qui reste à faire. La CEDEAO, pour renforcer ce protocole, a mis en place le passeport CEDEAO en circulation depuis 2000, la carte brune pour les véhicules ou la carte d'identité biométrique dont le Sénégal est le seul pays à l'avoir mise en application. Cette circulation, peut-être théoriquement, elle est libre, mais au quotidien, les citoyens rencontrent beaucoup d'obstacles. Lorsqu'on regarde sur le plan juridique, sur le plan légal, presque tous les instruments sont en place. Mais il faut maintenant une application, un respect des textes qui pose encore deux problèmes. Pour lutter contre les tracasseries routières, la CEDEAO a mis en place une task force chargée de veiller sur l'application du protocole qui permet à une population estimée à 356 millions de circuler librement. Alors Bara, comme on a dit dans le texte, aucun visa n'est exigé nulle part aux ressortissants de la CEDEAO pour leur déplacement au sein de la zone. Mais ce n'est pas toujours facile de se déplacer par voie terrestre, même quand on a des papiers en règle. Alors, c'est très bien déjà. Moi, je trouve que c'est une grande avancée par rapport au protocole d'il y a 40 ans, de 1979. Effectivement, si la libre circulation des humains, pour parler des biens plus tard, pose problème, c'est parce que, à mon avis, il y a un manque d'informations sur la descente de ce protocole et de ces accords pour que les policiers qui comprennent ce qui se passe aussi. Mais je pense qu'il y a un besoin d'être vigilant aussi, parce qu'ils sont très vigilants aux frontières par rapport à ce qu'on vient de citer dans le premier sujet du terrorisme. Je pense que c'est ce qui bloque au niveau des frontières, ce qui retarde au niveau des contrôles. Mais je pense que le phénomène existe bien avant l'avènement des terroristes. Effectivement, mais ça s'est renforcé maintenant. Dans la CEDEAO, c'est un grand avantage qu'un Malien puisse aller au Sénégal et les Nigériens puissent aller au Burkina Faso ou au Nigeria. Ça, c'est très bien et je pense que ça facilitera les échanges en tout cas zone communautaire d'une part, et il faudra maintenant mettre plus de contrôle sur ceux qui contrôlent les frontières, parce que je pense qu'il y a des pratiques douteuses et il y a des pratiques aussi qui sont conformes à la libre circulation des humains. Monsieur Ngbama, si on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque policier aux frontières, je repose ma question. Comment lutter efficacement contre ce phénomène dans nos frontières? Non, on ne pourra pas mettre un gendarme derrière chaque policier, mais ça pourrait être des contrôles sporadiques, un peu improvisés comme ça. Mais je voudrais surtout dire que les cas de la CEDEAO est un success story d'intégration régionale africaine. Voilà. Donc c'est un modèle à suivre, et que les difficultés qu'on peut voir, ça fait partie justement des difficultés qu'on peut rencontrer dans l'intégration régionale. Il faut prendre même l'exemple de l'Europe où ils sont un peu plus avancés. On voit que compte tenu, s'il y a des événements particuliers ou bien dans des circonstances particulières, certains ou dans certaines frontières ont rétabli un certain niveau de contrôle. Il y a des tracasseries de ce type, a fortiori chez nous où le contrôle n'est pas très harmonisé. Donc c'est normal qu'on connaisse encore, mais je pense que c'est la libre circulation des hommes et des biens, et ça va continuer, et je ne vois pas pourquoi ce ne sera pas le cas. Par contre, je crois sincèrement qu'il y a une nécessité de pédagogie, beaucoup de pédagogie. Je pense que ça, c'est l'action primordiale à mettre en place, pédagogie au plus proche des populations.
Alors, Bara, à côté de ces tracasseries concernant les personnes, pour les biens, il y a les obstacles tarifaires et non tarifaires qui doivent également être surmontés. Oui, effectivement, il faut les surmonter. Et pour ça, je fais appel, je pense que M. Al-Sisi, aujourd'hui, qui est président de l'UA, prendra des mesures nécessaires et fera des réformes, poussera en tout cas les zones communautaires à réformer davantage pour faciliter la libre circulation, notamment même intra-zone communautaire, mais aussi intra-africaine, tout à fait. Il faudrait penser à cela. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un succès. L'intégration, elle a été maintenue. C'est très bien. Et je pense que des pays comme le Sénégal, qui ont mis en place le passeport biométrique, c'est un exemple à suivre. Je pense que les autres vont y aller rapidement. Il y a le Bénin aussi qui a mis en place des mesures pour faciliter la circulation de tous les citoyens de la CEDEAO. C'est-à-dire, vous pouvez venir transiter dans le pays au bout de 3 mois, jusqu'à 3 mois, sans pour autant avoir un visa. Ça, c'est très bien. Monsieur Kagame aussi a œuvré dans ce sens. Au Rwanda, je pense qu'il y a des présidents qui jouent le jeu à vitesse grand V. Mais pas tous, parce que concernant cette circulation, par exemple au Ghana et en Côte d'Ivoire, tu prends l'avion, arriver à l'aéroport avec un passe, il faut et le passeport et la pièce d'identité. Alors que cette zone, si on doit circuler, on peut également circuler en pièce d'identité comme en passeport. Effectivement, c'est pour ça que j'ai fait allusion en premier au passeport biométrique, c'est-à-dire que c'est réglé. Il faut que les autres pays aussi jouent le jeu. J'ai bien utilisé l'expression jouer le jeu. Il faut y aller assez rapidement et de façon pragmatique et bien sécuriser ce processus, parce qu'on a évoqué tout à l'heure le fait d'avoir des contrôles drastiques, moyennant des contrôles douteux dans les frontières. Mais si on passe à la biométrique et embarque l'ensemble de vos données biométriques, comme l'a fait le Sénégal, je pense qu'on arrivera à s'en sortir assez rapidement. Alors, on va revenir sur les tracasseries concernant les personnes dans nos frontières. Comment est-ce que nos États ou la CEDEAO doivent s'organiser pour mettre fin à ce problème? Ben, je pense qu'ils connaissent les moyens à mettre en place. Je pense que ce n'est pas le problème de les connaître. Je pense que l'armada de mesures à mettre en place est connu. Hein. Les institutions sont là. Le problème, c'est l'application. Même quand on parle de passeport biométrique, de la CEDEAO, mais bon, certains pays l'ont adopté, mais pas tous. Donc il y a des petits blocages au niveau protocolaire ou bien au niveau des intérêts à la frontière, entre les populations, entre les ethnies. Ils brandissent souvent la question sécuritaire. La question sécuritaire. Mais quelque part, est-ce que ce n'est pas un recul de la ZLECAf qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui? Mais on aura encore des réticences comme ça et qui vont, à mon avis, s'effriter petit à petit. Voilà. Mais bon, après, franchement, je ne vois pas comment ce processus va prendre du recul. Ça va avancer, il faut y mettre la volonté et il faudrait que les autres communautés économiques régionales puissent imiter. Voilà. C'est ce qu'on attend avec la zone de libre-échange africaine. Voilà. Alors, Bara, dans certaines zones de la CEDEAO, on l'a dit tout à l'heure, sévissent encore des crises sécuritaires. Quel peut être l'impact de ces crises sur la libre circulation dans la zone CEDEAO? Écoutez, ça va être un frein, non seulement ça va être un frein sur le développement économique, mais un frein notamment sur la circulation des personnes qui habitent dans cette zone. Alors, effectivement, il y a de la réticence, comme vous l'avez dit, hein, M. Ngama, mais le souci n'est pas là. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on est à l'ère numérique, on est à l'ère digitale, on est à la transformation numérique et à la transition écologique. C'est-à-dire que nous, quand même, qui avons une certaine expertise dans ce domaine, et les instances qui ont aidé à mettre en place le passeport biométrique, doivent mettre les moyens et des politiques assez conséquentes sur la sensibilisation des populations, des États bien sûr, et des populations, pour adopter ce nouveau mode de fonctionnement. Parce que c'est une voie vers la sécurisation. Parce que vous embarquez un petit bout de papier, qui est le passeport biométrique, qui contient l'ensemble de vos données biométriques. Je crois qu'il n'y a pas mieux en termes de sécurité que d'avoir plusieurs documents. Un passeport, comme vous l'avez dit, lorsqu'on descend à l'aéroport d'Abidjan ou d'Accra, plus une carte d'identité. Ça fait beaucoup de documents, alors qu'on est en train d'aller dans une transition numérique. Je vais juste rebondir, parce que
Le passeport numérique ne pose pas problème. Hein. Je pense qu'on peut utiliser n'importe quel document pourvu que ça permette le passage à la frontière. Mais dans certains pays, il faut, à la place du passeport, il faut, le passeport à la place de la pièce d'identité. Ah oui, bon, ça c'est un peu les ailes de certains dans certaines frontières. Mais il faut savoir que dans les frontières africaines, les passages qui posent problème, c'est les passages officiels. Mais parce qu'en dehors de ces frontières, enfin de ce passage officiel, il y a un échange permanent qui s'est fait entre les populations qui, d'une manière générale, appartiennent aux mêmes ethnies et aux mêmes tribus. C'est les mêmes qu'on retrouve partout. Donc, il faudrait peut-être voir dans quelle mesure on peut profiter de cette proximité où les gens échangent facilement pour permettre de leur faire accepter les contrôles, ou bien qui ne doit pas se faire au niveau des barrages. Mais dans le même temps, Barra, ces pratiques favorisent également le trafic illicite qui représente quand même plus de 3 000 milliards de dollars par an. Oui, mais ça rejoint un problème dont tous les présidents, lors de leur prestation de serment, évoquent, c'est-à-dire le problème de la corruption. Tous les présidents africains brandissent dans leur discours lutte contre anticorruption. Après, mais il faut voir les bilans à l'issue de leur mandat. Parce qu'effectivement, la libre circulation des biens, des humains, c'est bien. Des biens, c'est encore mieux, parce que ça génère quoi? Ça génère un flux économique, c'est-à-dire que tous les pays de la zone communautaire en profitent. Là, on est en train de parler de la zone CEDEAO, mais la zone CEDEAO est bien au-dessus, en termes d'échanges, en tout cas commerciaux, autant pour moi que la zone CEFAC ou de l'Union du Maghreb. Ils sont à des taux inférieurs. L'Union du Maghreb est à entre 3 et 4%, voire 2 même des fois. Alors qu'au niveau de la zone CEDEAO, les échanges augmentent en termes de chiffres, en tout cas entre 15 et 20 milliards par an selon les spécialistes. On n'a pas encore atteint le niveau de l'Union européenne, qui est situé à 65% d'échanges intracommunautaires, mais il y a quand même des avancées. Maintenant, si au niveau européen, admettons, vous avez un problème sécuritaire, ils n'en seraient pas à ce niveau. Nous, ce qui nous freine, ce n'est pas un manque de produits à échanger, ce n'est pas les tarifs qui sont exorbitants, c'est juste le problème sécuritaire. Et le problème sécuritaire, malheureusement, il faut... Et quelque part, cet argent sert à financer ces mêmes groupes qui sévissent dans la zone. Quelque part, voilà. Et du coup, d'où cette perte que vous avez évoquée tout à l'heure. Ouais. Alors, le Sénégal a signé la task force de la CEDEAO chargée de veiller sur l'application du protocole qui permet la libre circulation, mais les autres pays sont à la traîne. Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui bloque? Je pense que c'est pour ça que tout à l'heure j'ai évoqué, je me suis permis de parler de M. Al-Sisi, quelque part, parce qu'il y a les CEDEAO, il y a la CEAC pour l'Afrique centrale, il y a l'Union du Maghreb, l'UMA. Par contre, à un moment donné, il faut que quelqu'un chapeaute tout ça et que quelqu'un définisse avec son groupe, on va dire, les règles. Et puis ces règles vont être diffusées et propagées dans toute l'Afrique, dans tous les pays africains et dans toutes les instances, y compris les zones communautaires et les zones d'échange. Et ça permettra de faciliter, d'assouplir en tout cas, les règles rigides et drastiques existantes aujourd'hui. Les règles sont rigides, mais les règles, elles ont du mal à être appliquées. Pourquoi? Voilà, c'est ça le problème. Mais bon, c'est sûr que Al-Sisi peut donner, comment dire, un coup de pouce ou bien, je dirais, une impulsion à l'intégration régionale, mais il n'est pas le seul à décider. C'est la conférence des chefs d'État, et chaque chef d'État a ses convenances, ses priorités dans son pays, dans la région, d'où on a des blocages, parfois des freinages, des réticences, bon, qu'il faut aplanir. Hein, mais je pense que c'est une question de pédagogie d'abord. Il faut que les gens, il faut qu'on dise quels sont les avantages de l'intégration régionale. Les avantages, voilà, au point de vue. Les avantages sont connus. Oui, mais c'est pas très clair. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, il y a même des problèmes. Bien sûr que les avantages sont clairs pour vous. Ils sont très clairs, je crois. C'est-à-dire que certains chefs d'État privilégient les intérêts de leur pays ou de leur pays d'abord, plutôt que l'intérêt de la région. Et c'est ce qui fait des blocages et qui font des réticences. Mais il faut qu'ils s'expliquent et puis que tout le monde cotise. Et il y a ça aussi, la question de cotisation. Tout le monde participe mais pour dire, bon voilà, on va gagner en cotisant plutôt qu'en ne cotisant pas. Parce qu'on pourra mettre en application toutes les mesures qui peuvent profiter à chaque pays. Voilà. Et dans ce cas, Barra, est-ce qu'on peut espérer quand une libre circulation va élargir dans toute l'Afrique?
C'est un rêve, hein. Vous savez, moi je n'étais pas encore né, mais Kwame Nkrumah, c'était son rêve, et d'autres grands hommes africains, ils allaient dans ce sens. Cheikh Anta Diop a évoqué aussi des éléments intéressants dans Nation Nègre et Culture, il me semble. Et donc, moi, c'est mon rêve, c'est que l'Afrique soit une autoroute, un boulevard pour la circulation, notamment des produits, des biens, mais surtout des cursus universitaires. Aujourd'hui, en Europe, nous avons des cursus universitaires, échange d'étudiants entre États, Erasmus, des programmes Erasmus et autres. Pourquoi en Afrique, on ne ferait pas ça pour le standardiser, pour que l'Union africaine, dont rêvait Nkrumah et compagnie, soit vraiment effective? Parce que l'Union africaine, être dans un bâtiment, faire des conférences, c'est très bien. Décider de certains points d'évolution et de certaines orientations, c'est très bien. Mais il faut qu'elle soit réellement effective. Est-ce qu'il y aurait des recommandations pour comment s'organiser dans ce sens-là? C'est pas à moi de dire. On peut toujours donner. C'est difficile. On est déjà passé ici plusieurs fois. Oui. C'est ça le problème. Je pense que les instruments de l'application ou de la mise en place de l'intégration régionale sont là, hein, au niveau institutionnel. Qu'est-ce qui bloque alors? Mais c'est la volonté politique, c'est ça. Est-ce qu'il y a une volonté... Et quand on se rencontre, on n'a pas l'impression qu'ils n'ont pas cette volonté de rassembler toute l'Afrique. Oui, parce qu'ils ont des intérêts divergents. Voilà. Il faut qu'ils arrivent à se mettre d'accord pour débloquer et pour que les choses se réalisent, en sachant que même s'il y a une bonne volonté, ce n'est pas du jour au lendemain que ces choses se mettent en place. Et il faut un petit temps, et il faut une adaptation, il faut changer l'administration, il faut changer plein de choses pour que ça évolue comme... Pour que la mayonnaise prenne. Les rails, voilà. Alors, on va marquer une courte pause. Messieurs, c'est la fin de la deuxième partie de l'ANR. On se retrouve dans une poignée de secondes pour la suite de votre émission.